Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bonjour, je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et vous écoutez Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Cet épisode a été enregistré en direct lors d'une journée organisée par la Fédération de la mode circulaire à l'Institut français de la mode et dédiée à la mode circulaire. Et s'il y a bien une notion essentielle pour tendre vers une mode plus responsable, plus consciente et plus raisonnée, je crois bien qu'il s'agit de la circularité. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonsoir à tous, je suis Violette Watine, donc je suis Executive Board Member de la FMC et j'accompagne des chefs d'entreprise à structurer leur croissance durable. Je suis ravie d'animer cette table ronde aujourd'hui et je vais vous demander un peu de courage. C'est la dernière table ronde, c'est la fin de la journée, ça a été long, donc forza. Néanmoins, elle est passionnante, donc on va faire vite et efficace pour qu'après on puisse tous se retrouver autour d'un verre. Mais ne perdez pas le fil, vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses intéressantes. Je vais vous laisser vous présenter chacun. Je pense qu'on peut commencer par ces dames. Merci, bonsoir. Merci Violette, merci la FMC pour cette très belle journée. On est ravis d'être là. Donc Sophie Pinière, je suis la fondatrice de WeTurn. On aura l'occasion d'aller dans le détail un tout petit peu plus tard, mais WeTurn est la première filière de recyclage boucle fermée qui est intégralement dédiée aux marques et aux fournisseurs pour le recyclage de leurs invendus, de leurs stocks dormants en nouvelles matières premières qu'ils peuvent réintégrer dans leur collection. Donc concrètement, WeTurn a intégré tous les métiers de l'économie circulaire, la collecte, le tri, le démantèlement, la filature avec des partenaires et l'éco-conception, le tissage et le tricotage également avec des partenaires. C'est selon nous la seule manière de garantir la traçabilité sur toute la chaîne, de collecter la donnée et de pouvoir ainsi mesurer l'impact d'un produit et d'une matière recyclée. Et voilà pour les présentations. Merci. Maude ? Donc moi je suis Maude Hardy et je représente Refashion. Refashion, c'est l'éco-organisme de la filière textile d'habillement, linge de maison et chaussures. Donc un éco-organisme, qu'est-ce que c'est en deux mots ? C'est une structure qui est mandatée par les marques pour gérer la responsabilité élargie du producteur, ou autrement dit, la loi du pollueur-payeur. Messieurs, Eric, pour enchaîner. Bonjour à tous, je m'appelle Eric Boel, je m'occupe d'une société qui s'appelle les Tissages de Charlieu. Nous sommes une entreprise à mission, dont la mission est de prouver que nous sommes capables de produire en France des textiles accessibles au plus grand nombre, créatifs, circulaires, décarbonés et qui contribuent à sauvegarder, à créer des emplois industriels dans notre pays, avec deux indicateurs qui sont le nombre d'emplois créés et le nombre de tonnes de CO2 évitées. Nous sommes là parce que on achète 1500 tonnes de fil chaque année. On a trois métiers, le tissage, la confection robotisée et le recyclage. On achète 1500 tonnes de fil qui sont post-consumer, faits avec de la matière post-industrielle. Et notre ambition est que donc on fait le tissage et la confection en France, et nous voulons faire la totalité en France, y compris le fil, et avec du post-consumer. C'est pour ça que nous sommes là, et juste donc 4 usines. Une usine qui s'appelle Renaissance Textile, dont vous avez peut-être entendu parler, qui fait de la fibre de qualité filature avec un effilochage assez spécifique. Une usine qui va ouvrir dans quelques temps, qui s'appelle Nouvelle Fibre, qui va faire du tri automatisé, et puis tissage et confection. Merci Eric. Paul ? Bonjour à toutes et à tous. Merci Violette pour cette invitation à participer. Donc moi je suis Paul Bounot de GS1 France. GS1 France, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vous dire qu'on a un symbole qui va parler à tout le monde, c'est le QR code. On a une actualité qui est très très forte puisque c'est l'année de nos 50 ans, l'année des 50 ans de l'organisation, que vous connaissez peut-être sous les précédents noms, GenCode, EAN, etc. Aujourd'hui, enfin depuis 2005 sous GS1, GS1. Et donc GS1, c'est une organisation internationale neutre qui accompagne
les filières dans leur transformation digitale et qui les invite à bâtir un langage commun pour identifier, capturer et partager de l'information, produits, de traçabilité, transactionnelle aussi, dans ce langage commun et de façon concertée. Donc c'est vraiment ancré dans l'ADN de GS1 que de proposer à des acteurs qui soient de la même filière ou appartenant à des filières différentes de se mettre autour de la table pour travailler un langage commun transverse qui va les aider à améliorer l'information aux consommateurs, la traçabilité et l'efficacité opérationnelle. Merci. Eddy ? Bonjour à tous. Donc vous n'allez pas me reconnaître au-dessus, car je viens de relever, de remplacer au pied levé Pierre-Emmanuel du fait du léger décalage d'agenda. Il a une contrainte familiale et donc j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Pour ma part, donc je suis le vice-président d'EC 2027. Donc EC 2027, c'est un collectif qui s'est spécialisé en fait pour porter le message de l'économie circulaire en France et en Europe, qui rassemble des secteurs de la mobilité, de la mode, de plein de secteurs différents et avec des formats très divers. Parce que pour nous, coopérer est une certitude de transformer et de faire en sorte que la transition écologique vers laquelle on veut tous aller doit passer. Le modèle linéaire ne peut plus rester tel qu'il est aujourd'hui. On doit basculer vers du circulaire. Et donc, j'ai le grand plaisir de participer aujourd'hui avec vous à toutes ces belles tables rondes et d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Donc Eddy, il sera là aussi pour nous apporter une autre vision sur d'autres industries en fait. On a vu tout à l'heure que aujourd'hui un des grands défis de notre industrie textile, c'est 700 000 tonnes de textiles usagés qu'il faut qu'on transforme en matières premières exploitables de qualité avec la meilleure valorisation possible pour qu'elle féconde et notre économie et notre planète. Pour ce faire, il faut recréer des écosystèmes industriels locaux et notamment Refashion, l'éco-organisme, a dressé sa feuille de route. Maude, est-ce que vous pouvez un peu nous en parler de la feuille de route de Refashion dans cette perspective ? Oui, absolument. Alors, je vais redonner quelques chiffres un petit peu en scoop, puisque c'est les chiffres 2022, donc ils ne sont pas encore publics, mais je me suis dit que c'était un bel événement aujourd'hui, donc on pouvait vous apporter quelques scoops. Donc, le premier chiffre, c'est sur la mise en marché. Donc, la mise en marché en 2022, c'est plus de 3,3 milliards de pièces mises en marché en France. Donc c'est un chiffre assez important, c'est un chiffre en croissance par rapport à l'année précédente. Donc ça fait un peu plus de 800 000 tonnes de textiles, de linge et de chaussures mis en marché l'année dernière. Donc ça, c'est pour donner un petit peu la mise en marché. Alors les grands objectifs de notre feuille de route, ce sont des objectifs qui ont été fixés par les pouvoirs publics, puisque nous dépendons d'un agrément qui est donné par le ministère de la Transition écologique, je crois que Bérangère Couillard était là tout à l'heure, et également le ministère de l'Économie et des Finances. Donc, en quelques mots, parce que c'est un document un petit peu complexe que je vous invite tous à lire pour bien comprendre de quoi on parle, je vais essayer de le résumer en quelques mots, en illustrant quels sont les principaux objectifs sur les 3 phases du cycle de vie du produit. Donc, sur la première phase, qui est la phase de production, ou autrement dit de la fibre à l'étagère, là, les grands enjeux, c'est l'éco-conception. C'est comment est-ce qu'on peut engager l'ensemble des 10 000 metteurs en marché en France, parce qu'il y a 10 000 entreprises qui vendent des produits textiles, chaussures et linge en France. Comment est-ce qu'on peut engager toutes ces entreprises à changer leur façon de travailler pour s'engager sur des démarches d'éco-conception ? Et on va avoir 2 véhicules pour les aider. Il y a un premier véhicule qui s'appelle la prime, l'éco-modulation, et le deuxième véhicule qui est son corollaire, qui est la pénalité. Donc prime et pénalité, carotte et bâton. Aujourd'hui, il y en a 3 qui sont définis par le cahier des charges. La première éco-modulation, c'est l'éco-modulation durabilité, avec des critères qui ont été spécifiquement définis par le cahier des charges. La deuxième éco-modulation, c'est l'obtention de labels. Il y a 8 labels environnementaux qui figurent dans le cahier des charges. Et la troisième prime, c'est l'incorporation de matières recyclées. Mais je crois qu'Éric en parlera un peu plus. Donc je passe sur cette prime-là. Donc ça, c'est sur le volet production. Deuxième phase du cycle de vie du produit, c'est la phase consommation. Donc c'est de l'étagère à la poubelle. Et c'est tout ce qui va concerner la vie du produit une fois que le citoyen l'achète, jusqu'à ce qu'il s'en dépossède parce que c'est un déchet. Et sur cette phase du cycle de vie, l'enjeu principal, c'est comment est-ce qu'on peut prolonger la durée d'usage.
comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce produit soit le mieux entretenu possible, soit le mieux réparé possible. Et il y a un fonds spécifique réparation qui a été créé, et je crois que vous en avez parlé un petit peu plus tôt dans l'après-midi, donc je ne reviens pas dessus. Et comment est-ce qu'on peut aider le citoyen à réaliser l'impact de son achat, l'impact de la circulation des produits, comment est-ce qu'on peut leur donner une deuxième, une troisième, une quatrième vie en tant que vêtements et en tant que chaussures. Et la troisième phase du cycle de vie, c'est une fois donc que le vêtement ou la chaussure est devenu un déchet. Donc c'est du déchet de la poubelle jusqu'à la nouvelle matière, la nouvelle fibre. Donc c'est la phase de régénération. Et là, sur cette phase-là, il y a beaucoup d'objectifs, notamment des objectifs de collecte, des objectifs de tri, des objectifs de réemploi et des objectifs de recyclage qui sont fixés, donc avec des montants assez ambitieux, puisque le premier chiffre qu'il faut qu'on ait tous en tête, c'est qu'à l'issue des 6 années d'agrément, donc en 2028, il faut que collectivement, nous ayons collecté 60% des tonnages mis en marché l'année précédente. Donc si on continue à être sur une pente ascendante de mise en marché, donc 800 000 tonnes l'année dernière, si on continue à augmenter, il faut réfléchir à 60% de 800 000 tonnes, qu'est-ce que ça donne comme tonnage? Et pour vous donner un indicateur, l'année dernière, on a collecté 200-250 000 tonnes. Donc on est plutôt aux alentours de 30-35% et on doit atteindre 60% tous ensemble. Alors pour ce faire, ça ne se fera pas tout seul et il faut recréer des écosystèmes ou en tout cas fertiliser des écosystèmes. Sophie et Eric, dans vos 2 activités de circularité, vous avez eu à créer des nouveaux écosystèmes. Est-ce que, peut-être Sophie d'abord, puis Eric, vous pouvez nous expliquer en quoi consistent vos écosystèmes et quels ont été les enjeux et les défis associés à la création de ces nouveaux écosystèmes? L'écosystème que WeTurn a développé n'interagit pas sur le périmètre de celui que Maud vient de présenter. Parce on est vraiment complémentaires de ReFashion. Comme l'expliquait Maud, c'est vraiment à partir du moment où un produit a été mis sur le marché, acheté par un consommateur, consommé, puis va devenir un déchet. WeTurn s'est créé de la loi AGEC et a apporté une solution purement logistique de conformité avec la loi AGEC pour les marques. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on collecte, donc on est vraiment complémentaires de ReFashion, on collecte les invendus, les matières, les tissus protégés par la propriété intellectuelle, tous les produits qui sont exclus des circuits de déstockage, qui ont déjà été proposés au don, qui ont déjà été proposés en réemploi, et qui en fait ont toujours été historiquement détruits. Et donc WeTurn agit contre cette destruction. Donc on a créé tout un écosystème de circularité, donc une solution qui vient se brancher directement chez les metteurs en marché, parce qu'il y a des points de collecte de post-consommation qui existent dans les collectivités locales, tel que c'est le cas avec ReFashion, mais il y a d'autres points de collecte qui sont les usines pour les chutes et les entrepôts pour les invendus. Et en fait, jusqu'à présent, il n'y avait aucun acteur qui allait récupérer la matière dormante, la sauver, la préserver de l'incinérateur et de l'orienter, de l'aiguiller vers des filières beaucoup plus vertueuses que le CSR ou le downcycling. Donc concrètement, le point de démarrage de WeTurn a été et c'est marrant parce que Eric, vous faites partie d'une des premières personnes que j'ai appelées il y a 3 ans. Je ne connaissais rien de textile et vous m'avez complètement rembarré. Mais et vous avez bien fait. En fait, du coup, je me suis battue depuis. Je sais ce que c'est d'une chaîne et trame. Exactement. Voilà, on apprend. Et donc l'idée, c'était de me dire, il y a des tonnes de produits qui sont détruits. Chaque année, la loi va interdire de les détruire à nouveau. Il y a des acteurs, notamment le luxe, qui sont les premiers concernés par cette loi AGEC, parce que les premiers concernés par la propriété intellectuelle, qui pourront pas œuvrer pour plus de déstockage, etc. Et donc l'idée, ça a été de me dire, ok, il y a d'une part plein de stocks, et d'autre part, il y a un marché qui va évoluer vers plus de matières recyclées. Mais pourquoi il y a si peu de matières recyclées de qualité sur le marché? Donc on a construit l'écosystème en démarrant à l'envers, en allant d'abord parler à des marques. Pourquoi vous n'utilisez pas de matière recyclée? Il y a des tisseurs et tricoteurs, donc c'est pour ça que je vous appelais. Parce que le recyclé n'est pas qualitatif, parce que le recyclé, la fibre est trop dégradée. Bref, on m'a listé tous les arguments qui faisaient qu'on n'utilisait pas de matière recyclée. Et donc j'ai collecté des cahiers des charges auprès de tous les acteurs de la filière. D'abord des marques, ensuite avec une approche très novice, des marques, ensuite des tisseurs et des tricoteurs. Et ensuite je suis remontée aux filateurs. Du coup, les filateurs, je lui ai demandé pour répondre à ce cahier des charges, de quel fil, de quel gisement as-tu besoin à la source pour atteindre ensuite cette matière recyclée.
Et donc concrètement, WeTurn s'est créé de tout ce cumul de cahiers des charges. Et donc on a créé une recette, une méthode de tri et de collecte en amont. Quand une marque ou un fournisseur nous donne accès à ses stocks, on a la garantie, la certitude qu'il a déjà étudié toutes les autres possibilités. Il nous donne accès à tout son inventaire et nous, on sait exactement quel lot de matière et de contexture et de produits on doit mettre dans un lot commun homogène et quelle matière il ne faut surtout ne jamais mélanger. Donc en fait, on a automatisé ce tri directement dans les services informatiques des clients. Ils nous ont donné accès à leurs inventaires, à tous leurs ERP. Qu'on trie à la source et les logisticiens, ensuite, ils appliquent cette méthode. On réceptionne les balles et les palettes, on découpe, on démantèle et ensuite on oriente toutes les balles de produits finis, bien démantelés, etc., vers les bons recycleurs filateurs qui ensuite vont faire le fil qui correspond à un cahier des charges d'un tisseur et d'un tricoteur et qui correspond à un cahier des charges d'une marque. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à faire une vraie boucle fermée. On n'a pas aujourd'hui un actif, un asset industriel chez WeTurn. Donc on s'appuie sur des acteurs qui font de l'effilochage, qui font de la logistique, qui font de la filature, du tissage, du tricotage. Et voilà, en fait, on met en lien tous ces agents pour que ça circule, et qu'une marque aujourd'hui n'a jamais parlé qu'un filateur. Une marque, c'est pas son métier, sauf quand on parle sur certaines catégories de produits. Globalement, une marque, elle va acheter la matière directement soit à un agent, soit directement au tisseur, au tricoteur, au fournisseur. Mais donc du coup, il faut faire ce pont entre la personne qui crée la matière première brute et celui qui la réutilisera à la fin. Voilà, cet écosystème-là. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'en étant novice, tu es reparti des bons fondamentaux, qui est le client. De quoi avez-vous besoin et pourquoi vous faites pas les choses. Et en faisant ce travail de remonter la filière, ça te permet petit à petit de faire en sorte que les gens se parlent. Et c'est tout l'enjeu de notre industrie textile et de la fédération. C'est faire se parler des gens qui, historiquement, ne se parlaient pas. Et c'est tout l'enjeu de la circularité. C'est qu'on réinternalise des savoir-faire qui n'existait pas réellement en direct chez nous. Eric, de ton côté, tu as créé un nouvel écosystème, notamment avec Renaissance et Nouvelles Fibres. Quels ont été tes enjeux et comment tu en parlerais ? Avant toute chose, je voulais dire que j'ai pas tellement l'habitude de rembarrer les gens et que, vu la fécondité que ça a eu, je me demande si je vais pas le faire plus souvent. Donc l'écosystème qu'on crée, donc il vient, comme je vous le disais tout à l'heure, de ce besoin de faire la totalité de notre cycle en France. Donc on est dans notre écosystème, on a 23 partenaires qui vont depuis les opérateurs de collecte et de tri, qui sont de l'économie sociale et solidaire, avec lesquels on est associé, avec Synergie TLC, et toute la chaîne de fabrication jusqu'à la fabrication de produits finis, les marques ou les enseignes qui achètent ces produits, notamment des produits de packaging, et qui nous permettent de construire une véritable économie circulaire avec des volumes suffisants pour pouvoir construire des usines. Puisque finalement, le grand défi, enfin, vous le savez tous, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais 250 000 tonnes de textiles collectées chaque année, d'une diversité de dingue, c'est inexploitable. On peut rien en faire industriellement, ou en tout cas très peu, aujourd'hui, compte tenu de cette diversité. Donc on fait un premier tri, qui est un tri manuel, avec souvent des opérateurs de l'économie sociale et solidaire qui permet de la réinsertion. Donc surtout, on n'enlèvera pas un emploi là-dedans, mais l'idée, c'est de se dire qu'une fois qu'on a trié les chemises ou tel type d'article, là, il faut extraire de ça le coton blanc, le polyester bleu, l'acrylique verte, etc. Arriver à avoir un surtri suffisamment fin pour en faire de la matière exploitable. Et une fois qu'on a fait ça, c'est pas fini. Déjà, effectivement, il va y avoir différentes possibilités de valorisation, puisque tu l'as dit, Violette, le sujet, il y en a deux. Comment on va en faire de la matière première exploitable et comment on va optimiser cette valorisation de toutes les solutions possibles. Que ce soit évidemment de la boucle fermée, bien entendu, qui est le top, mais le top, ça sera une petite partie de ce qu'on va traiter, mais également de l'isolant, que ce soit thermique ou phonique, mais également du composite, mais également pour le bâtiment, enfin, et également plein de choses qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. On est au Far West,
on est à la conquête de l'Ouest, c'est des territoires inconnus. Plein de territoires vont se découvrir. Et c'est ça qui est merveilleux dans cette économie circulaire, c'est qu'on est au tout début. Notre vieille économie est en train d'inventer un nouveau système. Et donc, bon, bref, comment on fait ? On l'a déjà évoqué. Donc, première étape, le surtri avec des lecteurs optiques qui permettent de faire ça à grande vitesse pour que ça reste accessible. Ensuite, une fois que c'est trié correctement, il faut faire un effilochage de qualité filature pour pouvoir faire du textile tout textile. Donc là, Renaissance Textile, à l'intérieur duquel nous sommes associés, a mis au point, avec La Roche, qui est le leader mondial des machines d'effilochage, qui est à Cours-la-Ville, en Rhône-Alpes, une ligne capable de préserver le plus possible la longueur de la fibre pour faire de la bonne matière, que ce soit du cachemire ou que ce soit du polycoton, ou quelle que soit la matière. Et ensuite, derrière, une fois qu'on a fait de la fibre, on peut repartir évidemment sur le circuit habituel, la filature, le tissage, le tricotage, la confection, etc., etc. Donc, les 23 partenaires dont je vous parle, ils vont depuis ces usines, évidemment, qui sont nécessaires, mais également les distributeurs, les centres de recherche, qui croient à ce que nous sommes en train de faire et qui font que, juste pour vous donner quelques chiffres, le centre de tri automatisé par composition et par couleur, il a un objectif de 20 000 tonnes par an. Ces 20 000 tonnes par an, ils vont créer 720 emplois dans les 23 partenaires dont on vient de parler, et ils vont générer 420 000 tonnes d'économie de CO2. On a mesuré ça avec l'affichage environnemental, les éléments techniques qui nous permettent de mesurer ça. Et donc, je vais m'arrêter parce que je suis toujours trop long, et n'hésite pas, Violette. Ce qu'on est en train de dire, on a construit 4 usines et préservé 7 usines qui fonctionnent, des filatures, etc. etc. Donc, reconquête de notre souveraineté économique et industrielle. Premier grand défi de notre pays et de notre continent européen. Décarbonation, 420 000 tonnes de CO2 économisées. Damien, tout à l'heure, en parlait. Évidemment, tout le monde en parle. Le grand défi, c'est la décarbonation. C'est l'atteinte des accords de Paris, etc. Comment on va faire ? On l'a, l'économie circulaire. Le plus puissant moyen de décarbonation, c'est la relocalisation, compte tenu de notre mix énergétique, etc. Et le troisième grand défi, évidemment, c'est la reconquête de notre souveraineté, c'est l'emploi, bien sûr, la cohésion sociale par l'emploi, le meilleur mode de la reconquête de notre cohésion sociale. On pense que c'est l'emploi et retrouver cette fierté de se dire qu'on est capable de produire ce que nous consommons dans notre pays. Merci Eric. Je ne vais pas engager le débat de est-ce qu'on ne parle que carbone quand on parle de matières recyclées et quid de l'eau. Le débat serait trop long, mais en tout cas, j'aimerais en parler un jour avec toi. Il n'est pas toujours aisé d'identifier les bons partenaires pour créer ces écosystèmes. Maud, avec Refashion, vous avez créé l'outil Recycle. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ? Ok, alors rapidement, on a lancé une plateforme qui s'appelle Recycle. Oui, alors un peu plus quand même. Non, j'essaie juste de tenir la montre parce que je me dis sinon on va voir petit à petit tout le monde s'en aller. Donc, ok. Alors Recycle, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme digitale où se retrouvent l'ensemble des acteurs de l'aval. Donc l'aval, qu'est-ce que c'est ? Ça démarre aux opérateurs de tri, et puis ensuite, je crois qu'Éric en a parlé un petit peu et Sophie aussi. C'est tous ceux qui vont transformer le déchet pour en faire une prochaine matière première qui servira à répondre à un cahier des charges d'un intégrateur. Donc on a effectivement des effilocheurs, des broyeurs, des filateurs et tous ces métiers qu'on avait un peu oubliés parce que ces métiers étaient là historiquement quand la France était un vrai territoire de production textile, qui sont partis et qu'on est en train de redévelopper au niveau français et européen, puisque c'est une plateforme qui a une vocation européenne, qui est aujourd'hui à sa 2e année à peu près de lancement. L'objectif, c'est que l'ensemble des gisements
traitement post-consumer, mais aussi, pourquoi pas, à terme, post-prod, puisse circuler à travers cette plateforme pour pouvoir mettre en relation tous ces acteurs. L'objectif, c'est qu'on soit dans une approche industrielle et qu'on puisse collecter, trier, transformer ces matières-là de façon industrielle. Et j'en profite pour faire de la pub sur Recycle, puisque depuis maintenant 2 semaines, il y a sur cette plateforme qui est accessible à tous, donc allez-y, un appel à projet, un appel à cahier des charges, puisque l'objectif de cette plateforme, c'est de mettre en relation les acteurs de l'aval et, comme le disait Sophie, identifier quels sont les cahiers des charges, quels sont les besoins des recycleurs aujourd'hui. Et ça, c'est la mission de Refashion, c'est de financer ces expérimentations, de financer ces cahiers des charges pour faire en sorte de trouver tous les maillons manquants de la chaîne entre la collecte et le développement d'une nouvelle matière. Donc n'hésitez pas, vous les marques ou vous les opérateurs de tri, de collecte, de recyclage, à poster vos cahiers des charges, puisque c'est ouvert là pendant à peu près encore 3 semaines, 1 mois, pour qu'on puisse développer des expérimentations et les financer grâce au fonds. Merci Maude. Eddy, dans d'autres industries, vous avez développé de nouveaux écosystèmes aussi. En quoi consiste-t-il ? Alors en fait, comme on l'évoque depuis tout à l'heure, finalement il y a toute une chaîne de valeur. Mais là on est en train de parler de la chaîne de valeur, finalement du textile, de tout cet univers-là, et qui rassemble déjà beaucoup de personnes. Mais en fait quand on regarde, on peut aller regarder dans plein d'autres industries, et on a les mêmes phénomènes. Mais on peut faire le pont directement avec le textile. Tout simplement, je peux aller dans le monde de l'habitat. Les équipements, le textile qui est utilisé, que ce soit dans un magasin, que ce soit sur un chantier, tout ça peut être réinvesti. Et donc c'est comment on crée des ponts entre tous ces acteurs-là et où on n'oppose pas. Au contraire, là il faut ouvrir les portes, il faut organiser des coopérations pour trouver les bons cahiers des charges, pour trouver les bonnes réponses de demain. Parce qu'en fait, souvent on regarde à un niveau 1, et donc typiquement dans le B2B, on a tendance à regarder être soit en position de client-fournisseur, sauf que typiquement si on regarde la mode, on peut aller jusqu'à un niveau de traçabilité de 1 à 8, si on veut remonter toute la chaîne. Sauf qu'en fait, ça c'est si on fait de la descente verticale. Sauf que dans le B2B, si vraiment on veut construire les relations, créer le cadre, la chaîne de valeur circulaire dont on a besoin, tout le monde peut être acteur d'un autre secteur que le sien. Et donc c'est comment on regarde différemment. Et donc dans typiquement certaines fédérations professionnelles, par exemple dans les ETI, ils sont en train de discuter ensemble pour voir comment ils peuvent coopérer pour justement organiser un petit peu plus ce partage et toute cette diversité-là, mais en étant dans une démarche inclusive. C'est-à-dire, il n'y a aucune opposition des REP, il y a des nouvelles REP qui sont en train d'arriver. Voilà, tant mieux, tout ça est en train de bouger, donc maintenant il faut ouvrir les portes, et c'est possible dans le B2B et dans le B2C. Merci beaucoup Eddy. Bon, on l'a vu, pour maximiser l'impact, il faut massifier les gisements. Donc, Maude, qui dit massifier les gisements, dit avant tout augmenter la collecte. On l'a compris, 60% c'est l'enjeu. Où vous en êtes sur ce sujet ? Alors, on en est collectivement pas très loin, puisque je le disais en intro, aujourd'hui on est plutôt à 30-35% de taux de collecte, donc c'est clairement pas assez. Donc pour que tout le monde comprenne, quand on dit 30-35% de collecte, ça veut dire que le reste finit dans la poubelle des ordures ménagères. Donc c'est là le vrai enjeu, c'est comment est-ce qu'on détourne aujourd'hui des gisements qui finissent dans la poubelle des ordures ménagères pour les rediriger vers des points de collecte, des points d'apport, pour qu'on puisse séparer ces gisements qui ont tous potentiellement une deuxième vie à venir, des ordures ménagères qui, elles, sont de façon inéluctable incinérées. Donc ça, c'est le premier enjeu collectif. Et là, il y a un enjeu de pédagogie. Comment nous, les citoyens, on est tous acteurs, on est tous consommateurs, on a ce réflexe de sortir de la poubelle des ordures ménagères un t-shirt ultra abîmé, ultra troué, une paire de chaussures qui dit bonjour. Tous ces déchets ont potentiellement de la ressource, peuvent devenir des nouvelles matières demain. Et donc collectivement, comment est-ce qu'on va faire ? On va continuer à s'appuyer sur l'écosystème des opérateurs de collecte et de tri actuels, puisqu'il y a un savoir-faire historique qui s'est développé. On va financer des développements de capacités, des nouveaux centres de tri. Donc aujourd'hui, le cahier des charges nous donne la possibilité de financer à hauteur de pas mal de millions tous ces acteurs historiques. Et puis, en parallèle, en complément, on va, nous, éco-organismes, devenir opérationnels, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des dispositifs de collecte spécifiques pour aller capter des gisements qui sont aujourd'hui pas captés par les acteurs actuels. Donc, et collecte, et tri, et traitement de ces déchets qui aujourd'hui ne sont pas adressés.
hyper intéressant. Merci beaucoup. Sophie, on a compris que toi, tu collectais en amont de Refashion, que c'était pas en aval, mais que c'était vraiment en post-industriel. Tu penses que vous en êtes où sur le sujet de la collecte et quels enjeux pour massifier votre collecte? Les enjeux principaux, alors il faut en fait, comme on collecte chez des professionnels, il y a deux principaux freins qu'on peut rencontrer. C'est d'une part que le professionnel, celui qui détient le stock, connaisse son stock. En fait, il ait la donnée dessus. Il sache en volume, mais aussi de l'information sur sa composition. Bref, il est dans des systèmes d'information, en tout cas, que son stock soit bien organisé, structuré et que l'info soit disponible. Parce que sans information sur le gisement, c'est très compliqué ensuite de pouvoir aiguiller la matière vers le bon repreneur. Et ça, c'est tout le paradoxe. Je fais juste une parenthèse. C'est quand même que les marques, historiquement, ne référencent pas la matière produite. Souvent, ils raisonnent en produit fini. Et puis, entre-temps, on prévoyait de faire 1000, 100 000 pièces. Et puis, entre-temps, on coupe les volumes. Et puis, on a produit les rouleaux. On les oublie sur les étagères, mais on ne sait même plus qu'elles sont sur les étagères. Donc, il y a un vrai enjeu au niveau des marques, déjà, de prendre conscience que on ne fait pas que des produits finis. Pour faire du produit fini, il y a des rouleaux. Et que ces rouleaux, si jamais on coupe les quantités en cours de route, parce que finalement, il y a un prototype qui a sauté et tout, au final, il y a du stock qui dort quelque part, soit chez le fournisseur, soit chez la marque dans ses ateliers. Exactement. Donc, il faut que la marque ait une vraie connaissance sur son parc cuisine ou dans ses propres... Parce qu'il y a les invendus de distribution et puis il y a les invendus de production. Donc, il y a des stocks chez les fournisseurs et des stocks chez les logisticiens des marques. Donc, il y a le sujet de la qualification de la donnée et connaissance de son stock, des matières premières disponibles. Et il y a la capacité à effectuer le tri par ces acteurs-là. Parce que le tri a un coût. Donc, est-ce que le client est prêt à financer le tri chez son logisticien? Ça, c'est des enjeux. Mais globalement, aujourd'hui, on a énormément progressé. On voit des acteurs et des clients qui ont vraiment envie de se mettre en conformité avec la loi AGEC. Et au-delà du recyclage, parce qu'il n'y a pas que le recyclage comme solution, et bien évidemment, on est conscient que c'est pas la première piste. Il y a le don, le réemploi, les plateformes comme Nona, les plateformes comme Uptrade. Donc, ils ont, grâce à ces acteurs-là, déjà, ils avaient aussi... En fait, on est plusieurs acteurs à leur dire, si tu veux faire de la circularité, donne-moi telle et telle info. Et comme tout le monde leur demande la même info, ils sont obligés de se mettre en ordre de bataille. Donc, ça va un peu plus vite. Voilà. Et donc voilà, ça c'est un enjeu. Et puis on lance cette année un outil qui s'appelle Valo, qui est une plateforme SaaS, parce que ça va aider en fait à me répondre à cette question. C'est globalement va nous aider à massifier des gisements chez les clients. Aujourd'hui, quand une marque va à une campagne de déstockage, a un besoin de se conformer avec la loi AGEC. Et jusqu'à présent, il allait voir les associations d'abord, ensuite il allait voir les plateformes. Ensuite, il allait voir les acteurs du recyclage et ensuite, il allait voir les acteurs du downcycling. Donc, il allait voir 4 acteurs, voire plus, pour une même campagne de déstockage, ce qui est extrêmement chronophage. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous, on crée Valo, donc, qui est une plateforme SaaS qu'on est en train de développer avec le soutien d'LVMH, mais qui va être ouvert à tout le monde à partir de septembre de cette année. Donc, concrètement, c'est un outil qu'on est en train de lancer en partenariat avec l'Agence du don en nature, qui référence des centaines d'associations françaises, avec Nona Source, avec WeTurn et des acteurs de l'effilochage et fabrique. Et donc concrètement, quand un client nous envoie son inventaire, nous on connaît toutes les règles de gestion du don. On sait exactement combien de produits ils ont besoin en ce moment dans les associations, sur quel typologie de produits. Donc quand on reçoit un inventaire, on sort les produits pour le don et on fait les packing lists du don. Quand on ensuite pour les tissus non protégés par l'IP, pareil, palette proposée à Nona Source ou les autres filières de réemploi. Recyclage, on connaît nous nos cahiers des charges et celui de recycleurs. Et pour tout ce qui est matières synthétiques et qui peuvent pas être recyclées, là c'est de la boucle ouverte. Ça va être proposé à des acteurs comme Fabrique, du CSR, des effilocheurs. Et donc concrètement, quand un client a une campagne de déstockage à faire, il partage un inventaire en une seule fois, il fait une campagne toute intégrée et il a 100% de traçabilité sur la fin de vie de ses produits et il a tous ses certificats de conformité AGEC et ses bilans de valorisation par filière. Et ça sort à la fin du printemps et on est très très fiers de ce produit. Voilà. Merci Sophie. Eric, toi on l'a compris, vous vous concentrez particulièrement sur le post-consommateur. Aujourd'hui, vous en êtes où dans les enjeux de collecte et qu'est-ce que tu aurais à en dire dans la massification des gisements? Les enjeux de collecte, déjà si on arrive à bien exploiter la collecte qui est faite aujourd'hui, ça sera évidemment essentiel.
L'autre point qui est important par rapport à la collecte, évidemment, c'est de faire comprendre au consommateur qui va mettre son vêtement dans une borne ou dans un magasin qu'on va lui proposer des solutions qui permettent de créer des emplois, qui permettent de décarboner et qui permettent que ce geste soit un geste qui fait du bien et qu'il en ait conscience. Ça, c'est le côté collecte. Après, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Plus globalement, pourquoi le post-consommateur ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Notre civilisation a déclenché un système où la surconsommation est tellement forte qu'elle est en train de détruire notre habitat, notre planète. Donc, la première des choses, c'est de voir comment on va freiner cette surconsommation et peut-être d'arrêter de jeter. Et d'arrêter de jeter, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que, effectivement, dans ces gisements qui sont collectés, il faut d'abord les remployer en l'état, peut-être pour certains les upcycler, les réparer pour ceux qui sont réparables, les recycler avec tous les éléments qu'on a évoqués tout à l'heure. Tout ça, c'est pas l'idée de créer un modèle économique, c'est plus que ça. C'est l'idée de se dire comment est-ce qu'on fait évoluer notre civilisation vers quelque chose qui est tenable et souhaitable, vers non pas on a réussi avec cette mondialisation à faire une industrie de la mode qui est extraordinairement diverse, accessible à tous, etc. Mais qui ne fait pas toujours du bien. Souvent dans la mondialisation, les méfaits de la mondialisation, on parle souvent du textile. On est là aussi pour ça, parce que le secteur du textile est tagué comme un secteur polluant et qui provoque beaucoup de dégâts aussi humains. Et là, on est en train, tous ensemble, aujourd'hui, de se dire, est-ce qu'on est capable de mettre en place une mode qui non seulement est belle, non seulement est accessible, mais qui fait du bien dans son système de production, aux hommes, aux femmes qui travaillent, à la planète. C'est comment imaginer qu'on n'ait pas ça en tête, au fond du cœur, en se disant, ce qu'on veut faire, c'est avant tout pour faire du bien. Merci beaucoup. Je ne sais comment réagir, mais je suis tellement alignée. Merci, Eric. Eddy, en tant qu'acteur du B2B, vous travaillez à la rentabilité d'un système de collecte plus efficace. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors après la séquence émotion. C'est un peu dur. Alors on va parler rentabilité, non. C'est dur. Ouais. Non, plus simplement. En fait, il y a des choses depuis tout à l'heure qui sont évoquées. C'est que la collecte, en fait, elle doit se passer partout. Pourquoi ? Parce que plus ce geste de collecte sera simple, naturel, moins, en fait, on sera amené à penser même à jeter. En fait, le bon sens, en fait, on peut l'avoir tous. Typiquement, le collectif que je représente aujourd'hui, quand on a lancé le grand oral de l'économie circulaire pour la présidentielle de 2022, c'était avec cette idée-là. C'est de dire comment on fait pour faire rejaillir le bon sens. Et le bon sens, on peut le retrouver dans de la rentabilité, dans le fait de bien connaître, en fait, les gisements de ressources qu'on utilise. Parce que typiquement, quand j'entends tout à l'heure ma collègue évoquer la question du déchet, mais moi j'aimerais, avant qu'on parle même de retraiter le déchet, c'est que d'abord que tout le monde soit en conscience qu'il manipule en fait de la ressource et comment chacun prend conscience et la connaît bien et fait en sorte d'utiliser celle qui lui est utile le moins possible, mais celle qui lui est utile pour produire la bonne chose, et ensuite de réinvestir ça, quitte à ce que après ça arrive justement dans les centres de tri qui sont spécialisés pour réinvestir. Mais cette chaîne de valeur là, maintenant, elle va être très distribuée, parce que comme on le disait, donc il y a la partie boucle fermée, que je vais appeler boucle fermée, ce serait celle qui représente tous les acteurs de la mode, du textile et autres. Mais en fait, l'économie circulaire peut marcher et le bon sens peut marcher que si on reconnecte tout le monde. Donc il va falloir que des fédérations de ce type-là, il y en ait dans tous les milieux. Et donc d'un point de vue B2B ou d'un point de vue professionnel, tout ça existe déjà. En fait, quand on regarde sur des territoires, les collectivités, les maires et autres, ils animent déjà en fait finalement ces facilités-là. Il y a beaucoup de professionnels qui sont investis pour faire en sorte que ces ponts se créent. Donc pour aller chercher cette rentabilité, il faut d'abord en fait se poser la question de comment faire en sorte que chaque
objet, matière qui circule repasse dans les mains de plusieurs personnes et donc par plusieurs systèmes. Et donc pour cela, la rentabilité, avant d'être sur la question de la rentabilité, c'est la question d'être précis sur ce qu'on manipule. Pour ça, transparence et data et bon sens. Et là, tu me fais la transition parfaite pour Paul. Parce qu'il y a un moment donné, il faut que... quand on parle circularité, on parle outils. On est bien obligé d'être capable de suivre, de tracer, de comprendre de quoi est fait la matière. Et du coup, quand on parle produit, spontanément, d'abord, me vient l'idée du passeport produit. D'où la présence de Paul avec GS1. Est-ce que tu peux nous dire, Paul, un peu où on en est sur le passeport produit et vous, GS1, où vous en êtes en particulier ? Avec plaisir. Moi, je vous ai écouté très attentivement et ce qui nous reste à réussir ensemble, c'est le comment. Voilà, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup d'objectifs. Maintenant, c'est comment on concrétise tout ça et on rend opérationnel vos feuilles de route. Donc, pour répondre à cette question qui est à la fois stratégique et très opérationnelle, je pense qu'il est important de souligner d'abord que la collaboration des écosystèmes du textile, Modelux, c'est pas une chose nouvelle. Donc, maintenant, c'est comment on l'intensifie et comment on rend possible, dans des lieux neutres, des collaborations qui soient véritablement au service des priorités stratégiques de la filière, notamment en France, pilotées par exemple par toutes les instances, comme le contrat stratégique filière textile, animé au sein de nos locaux par COS 361, Stéphane, qui est avec nous aujourd'hui. Donc, c'est important parce que des initiatives filières, il y en a. Des acteurs comme Eric qui s'investissent dans des collaborations, il y en a. Donc maintenant, c'est comment on fait pour que ça passe à l'échelle. Pour le passage à l'échelle, il faut d'abord une volonté commune. L'horizon commun, il a été posé par ces acteurs, au moins au sein de cette instance qu'on accueille bien volontiers et qu'on co-anime au sein de GS1 France. Une fois qu'on a cette feuille de route et cet horizon commun, il faut concevoir ensemble la façon d'atteindre les objectifs. Ces objectifs-là, puisqu'on parle de circularité et puisqu'on parle de beaucoup d'acteurs interconnectés avec une dimension internationale qui est extrêmement forte, quand bien même on serait dans des logiques de réindustrialisation, il y a des approvisionnements où il y a des ventes qui vont se faire sur des territoires à l'international. Donc, le sujet d'un langage commun, il est éminemment important et il ne doit pas rester théorique ou en tout cas conceptuel. Le langage commun, il intervient à partir du moment où les acteurs qui sont d'accord pour travailler ensemble vont définir des règles communes qui vont, au-delà de les développer, s'accorder à les déployer ensemble au même moment pour qu'il y ait une efficacité opérationnelle, des retours sur investissement, des passages à l'échelle qui soient concrets. Donc, une des réalités, c'est cette impulsion et poser les bases, les fondations d'un langage international pour une économie circulaire avec des règles communes pour identifier des produits, des productions, des gisements, des matières premières et ceux qui interviennent, ceux qui vont les produire, ceux qui vont les distribuer, ceux qui vont les transformer, ceux qui vont les recycler, etc., les trier. Donc, celles, qui c'est ? Ce sont des entreprises. Aujourd'hui, il y a énormément, rien que dans la filière textile, de référentiels différents pour désigner, identifier le centre de tri A, la manufacture B, etc., etc., etc. Donc, première chose, puisque la trajectoire, ou en tout cas le haut de la trajectoire, c'est le Digital Product Passport, le passeport numérique passeport produit numérique, il s'agit donc de se dire de quoi on parle et avec qui. De quoi on parle, c'est donc ces productions, ces produits et ces acteurs, donc des entreprises. Donc il faut pouvoir bâtir un référentiel d'identification internationale, standardisé et véritablement interopérable. À la table ronde précédente, il y avait 2 intervenants qui ont également dit qu'il y avait cette difficulté encore très présente de s'assurer de l'identité du fournisseur de rang 1, de rang 2, etc. Donc cette réalité, c'est celle que vous partagez tous les jours. Maintenant, c'est comment on la dépasse et comment on trouve une solution standardisée.
Oui, il y a des produits qui sont commercialisés. Et la très très bonne nouvelle pour chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est que le système qui a été mis en place il y a 50 ans pour identifier les produits et permettre le passage en caisse, c'est exactement ce système-là qui va être la fondation pour bâtir les passeports produits numériques, de sorte qu'on ne réinvente pas ce qui existe déjà, qui fonctionne super bien. Vraiment, alors là, c'est dans les bas, c'est structuré, standardisé. Il n'y a pas de question à se poser sur est-ce que c'est unique ou pas. Oui, la référence article l'est. Maintenant, ce gommage d'ambiguïté, il faut aussi l'étendre sur l'amont des filières, au niveau des entreprises, au niveau des lieux. Voilà, il y a beaucoup de lieux de production, de transformation, etc. Et au niveau des productions. Et ensuite, on va pouvoir discuter ensemble de toutes les contraintes et volontés au niveau des marquages. Il y a encore une difficulté à assurer aux consommateurs, au-delà d'une information réglementée, le fait qu'il va pouvoir scanner le produit et accéder à des informations en ligne sur, effectivement, des événements de traçabilité ou autres. Et donc pour ça, il va falloir travailler avec des offreurs de solutions sur des solutions de marquage pérennes, ou en tout cas qu'on puisse remettre en place en fonction du cycle de vie des produits. Et en fait, après, la dernière étape qui nous permettra d'aller crescendo vers le Digital Product Passport, c'est les formats d'échange de données. Alors, dit comme ça, c'est pas du tout sexy, un format d'échange de données. En revanche, c'est éminemment important. La façon de décrire cette veste, la façon de transmettre l'information, la façon de transmettre son histoire et donc son patrimoine qui a permis de fabriquer cette veste, qui a fabriqué ces fils, dans quel mode de production, par quelle route logistique, avec des informations fiables et à jour. Là, on prend l'ampleur en fait de ce que ça signifie pour les entreprises. Et donc, j'insiste sur le fait que le Digital Product Passport, il va falloir faire un choix stratégique sur le système d'identification international. Ça, c'est la première décision collective que doivent prendre les entreprises du textile. Évidemment, en tant que porte-parole de nos adhérents en France, dont Eric fait partie, je ne vais pas vous dire autre chose que capitaliser sur cet existant au niveau de l'identification. N'allez pas réinventer un nouveau système d'identification alors que celui-ci existe et il est compatible avec la norme ISO 15439. Donc celle-ci, elle existe. Juste pour être sûr de bien te comprendre. Oui. Ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, on a un code barre qui existe et qui a une identification produit qui existe sur le textile. Et quelque part, toi, en tant que GS1, forcément, tu nous dis, gardez le même identifiant, sauf que ce que j'ai compris, c'est que vous l'avez réinventé un petit peu pour l'amplifier. En fait, le système d'identification, il existe. Maintenant, c'est comment on le fait coexister avec les enjeux d'aujourd'hui liés à la circularité. Et donc, puisqu'on va rentrer dans une logique d'utilisation du système GS1 pour gérer des cycles de vie, maintenant, il s'agit de se dire, OK, mais à quel objectif on doit répondre et quel référentiel d'identification, de capture et d'échange de données on a besoin pour gérer cette circularité, ces boucles fermées ou ces boucles ouvertes, peu importe, ça dépendra des supplies. Et ensuite, de faire en sorte que tous les acteurs puissent accéder aux données nécessaires pour travailler et produire, ou en tout cas enrichir tout au long de la chaîne de valeur le Digital Product Passport. Tu veux y aller, Eddy ? Ouais, là-dessus, pour commenter ce que dit Paul, le passage à l'échelle en fait, face auquel on est aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, le produit neuf référencé, on le connaît, mais aujourd'hui, en fait, tous les acteurs manipulent des références. Ils manipulent pas l'identifiant du produit fini. Et là, le passage à l'échelle, il est là. C'est ça la rupture qui est en face de nous. C'est-à-dire que demain, en fait, ce n'est plus une identification d'une référence qu'on va avoir, dont on a besoin. C'est qu'on a besoin d'identifier le produit fini parce qu'on a besoin de savoir que c'est ce produit-là, avec telle couleur, avec telle déformation, parce qu'il a été, il a vécu, qu'il a été transformé par quelqu'un, et qu'en plus de ça, au-delà de ce côté passage au produit fini, on a besoin en plus d'augmenter la capacité de multiplier le nombre d'intervenants dans la chaîne de valeur. C'est ces deux clés-là qui font qu'il y a une vraie rupture et une vraie nécessité d'avoir une nouvelle organisation, une nouvelle traçabilité de comment on va identifier cette pièce unique en fait. Pour être plus concrète, en tout cas, moi j'ai eu besoin de le digérer.
Imaginez demain, votre jean, l'étiquette est coupée, on ne sait pas quelle est la matière. Avec la technologie RFID et le passeport produit enrichi, grosso modo, grâce aux machines d'Eric super enrichies de filtres laser et de tri automatisé hyper performant, il arrive, rien qu'en voyant passer sur son tapis, la bonne composition, le bon produit bien délissé, le tout sans aucune interaction humaine. En tout cas, à minima, pour minimiser les frais liés à cette circularité. Et là, on commence à toucher du doigt un écosystème qui est performant, qui demain permettra de nous avoir de la matière recyclée de manière super efficace. C'est ça qu'on dit ? Ouais, c'est ça C'est qu'on dit. ça. Plus un élément qui est les ESS et les personnes qui manipulent. En fait, aujourd'hui, manuellement, quel que soit l'acteur, en fait, on ne sait pas identifier les choses dès que ça passe chez un acteur. Donc le fait d'avoir cette perte de connaissance et de traçabilité du produit fait qu'il y a une rupture de connaissance, donc on ne sait plus ce qui se passe, donc on ne sait plus assurer un modèle industriel. Donc c'est la somme de ces deux choses-là, en fait. Bon, on se l'est dit, hein, l'enjeu majeur d'une marque, c'est d'éco-concevoir son produit. C'est quand même l'amont, c'est par ça que ça démarre, c'est comment on fait des nouveaux produits avec de la matière recyclée. Ça commence par là. Bon, ce qui veut dire qu'il faut maximiser l'usage de cette matière recyclée. Alors, moi, assez naïvement, au début, je me disais, tout ça, ça doit se faire en boucle fermée. On est l'industrie textile, donc du textile, cradle to cradle, c'est génial. Maud, aujourd'hui, on en est à 1% du recyclage en boucle fermée. C'est pas un peu décevant ? C'est une vaste question, c'est presque une question philosophique. Je pense que si on est ici à la Fédération de la mode circulaire, le mot important, c'est circulaire. Circulaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de déchets et que tous les produits, tous nos vêtements, toutes nos chaussures doivent redevenir des matières. Si elles ont les composants techniques pour pouvoir redevenir un fil ou redevenir une semelle, super. Mais si malheureusement elles n'ont pas ces éléments-là, mais qu'elles peuvent redevenir un isolant pour le bâtiment ou un composite plastique pour faire une table ou un isolant pour l'automobile, c'est génial. Et peut-être que dans les 10, 20, 30 prochaines années, on n'aura pas la possibilité de refaire une boucle fermée pour l'ensemble de nos 800 000 tonnes annuelles de déchets. Mais peut-être que année après année, on va avoir de plus en plus de matières qui seront réintégrées en boucle fermée, grâce au travail d'Eric et d'autres acteurs qui travaillent sur la boucle fermée. Mais il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à travailler et de l'innovation et de la recherche en boucle fermée et en boucle ouverte. Parce que ce qu'il faut garder en tête, comme tu l'as dit, c'est que tous ces écosystèmes travaillent de façon aujourd'hui un peu en silo. Et l'objectif, je pense, d'une fédération comme la nôtre, c'est de travailler sur la porosité interfilière. Comment les déchets de ma filière peuvent devenir des ressources pour la filière d'à côté et inversement. Donc, on a parlé des REP du bâtiment qui sont en train d'arriver, on a la REP du meuble, on a la REP de l'emballage. Toutes ces filières, elles ont besoin de ressources. L'objectif unique qu'on doit tous poursuivre, c'est de ne plus utiliser de matière vierge, quelle qu'elle soit, naturelle, artificielle ou synthétique. Et ça, c'est vraiment l'enjeu majeur. C'est remplacer la matière vierge par de la matière déjà utilisée, déjà recyclée, que ce soit en boucle fermée ou en boucle ouverte. Merci beaucoup. Sophie, Eric, vous voulez rajouter quelque chose sur ce point-là ou... On arrive à la fin de notre conférence. J'espère que vous êtes toujours réveillés. Moi, je vous souhaitais vous poser une question à chacun. Alors, libre à vous d'interagir. Mais quel message clé souhaitez-vous passer aux marques qui nous écoutent dans l'Assemblée ? Maud, Sophie, honneur aux dames. Alors, moi, mon seul message, et je vois deux marques là au deuxième rang, je leur fais coucou notamment, mais il y en a plein d'autres. Il y en a une ici, là, derrière aussi. Le message clé, c'est utilisez-nous. On est votre éco-organisme, on est là pour ça. Donc, utilisez-nous pour vous aider à éco-concevoir, pour vous aider à vous engager avec nous sur la réparation, pour vous aider à vous engager sur le réemploi. On est là pour ça. Et je pense qu'il faut travailler le collectif. Notre filière, elle est riche d'une multitude d'acteurs. Il y a une diversité incroyable et je pense que c'est collectivement qu'on y arrivera. Donc on est un petit peu l'éco-organisme, on est là un peu l'animateur, le référent de la filière. Donc on est là pour créer ces ponts, pour créer ces synergies. Donc voilà, utilisez-nous. Avec joie, on n'y manquera pas. Sophie. Oui, pour compléter, effectivement, alors nous, ce qu'on peut constater, c'est que dans les maisons, chez les marques, on peut être en interaction un jour avec une équipe qui gère la supply chain, la gestion des stocks et la logistique. Et puis, la personne qui gère l'éco-conception, c'est l'équipe DA, c'est l'équipe production. En fait, il n'y a pas de pont en interne, il n'y a pas de communication.
dans les maisons, chez les marques. Donc, pour que l'économie circulaire soit concrète, il faut que nous, on crée des écosystèmes sur le terrain industriel et logistique pour que la matière circule et d'avoir de la donnée, de la traçabilité, etc. Mais il faut que ça soit de pair avec un même micro-écosystème qui se crée en interne chez les marques, où on met autour d'une table l'EDA, l'équipe prod qui avait acheté autant de stock, à cause de qui on a plein sur les bras de l'équipe finance qui doit le sortir du bilan avant le 31 décembre et qui doit du coup gérer avec son logisticien les étagères pleines. Et enfin voilà, il se renvoie la balle, et je pense que personne n'a conscience en fait de la part de responsabilité de chacun dans une marque, ou en tout cas au-delà de pointer du doigt à qui la faute, c'est plutôt ok, comment chacun entre nous maintenant on peut mettre en place des projets vraiment circulaires dans ma maison, dans ma marque, etc. Où en fait, il faut que d'une part, ça parte un projet d'économie circulaire part d'un cahier des charges d'éco-conception. On va d'abord aller regarder dans son stock, réutiliser ce qu'on a encore dans les étagères, que ce soit du siglé, du non siglé. Si on n'a pas en stock, on va aller acheter sur le marché du fil, mais du coup, quel est le prix cible, sur la localisation, etc., de la production, plutôt made in France. Donc en fait, il faut qu'autour d'une table, dans les marques, on crée des groupes de travail où on réunit la finance, la logistique, les achats et l'ADA. Et ça, le jour où on voit ça, mais ça sera beaucoup plus concret. Hein. Merci, Sophie. Messieurs, un message aux marques ? Un message aux marques, de même que Maud, ce que Maud disait, adopter GS1, l'utiliser. C'est une plateforme qui est là, qui existe pour vous aider à collaborer de façon filière ou cross-filière. On croit beaucoup en la puissance de la transversalité, surtout sur les marchés de destination, comme le textile peut montrer qu'il y a plein de marchés de destination. Et donc, pour les marques, un message clé, un deuxième, ce serait adopter le QR code augmenté GS1. Il a été mis en place, là, on l'a lancé cette année, et il va vous permettre, au niveau de la référence article ou une maille inférieure, d'apporter au consommateur une information précise sur la composition, la traçabilité, et demain, de continuer à poser les fondations pour le Digital Product Passport. Et j'élargirai, au vu du débat qu'on a eu juste avant sur la précédente table ronde, équipez-vous. Équipez-vous techniquement. On voit qu'il y a un énorme enjeu de data, de traçabilité, de savoir ce qu'on fait. Donc, comprenez déjà vos filières, comprenez et équipez-vous, permettez-vous de comprendre ce que vous faites. Et ensuite, objectivez. Et par ailleurs, le meilleur ambassadeur, normalement, de la RSE, ça devrait être le DAF. Donc, le jour où votre DAF s'est approprié le sujet, alors vous avez gagné, parce que c'est quand même Monsieur Data normalement. Et s'il commence à faire ses PNL en même temps que ses IPNL, une grosse partie du chemin est faite en interne pour convaincre d'avancer sur ces chemins-là. Eric, Eddy ? 3 choses. L'économie circulaire, c'est une terre vierge. C'est un peu contradictoire puisqu'on fait du recyclé, mais c'est vraiment une terre vierge, il y a tout à faire. Deuxième, donc allons-y. Deuxième point, ce que tu disais, Maud, il faut qu'on travaille en communauté, qu'on se serve les uns des autres, etc. Une entreprise, ça fonctionne avec de l'électricité, avec du pétrole, avec plein de trucs, mais il y a quelque chose qui est bien plus puissant que tout, c'est le lien. Le lien qu'on a à l'intérieur de nos entreprises et les liens qu'on va créer, tisser entre nous, avec l'éco-organisme, avec GS1, avec Sophie, etc. Et allons-y, on va se planter, parce qu'effectivement c'est vierge et c'est nouveau. Donc il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas encore, mais cette terre vierge, on va la conquérir pour un monde meilleur. C'est toujours très beau. Challenge, #challenge pour le suivant. Qui veut prendre la parole derrière ? Je crois qu'Eddy, tu t'y colles régulièrement. #le philosophe. Alors, j'ai pas son talent. En conclusion, moi, le seul message que je voudrais vous faire passer, que j'ai essayé de vous faire passer, et dans lequel je m'investis à titre personnel, c'est que la clé de tout ce qu'on est en train de faire, c'est, tu as parlé de lien humain. C'est qu'en fait, il faut casser les barrières. En fait, il y a tout à créer et il faut coopérer. Pour coopérer, ça se passe avec ses collègues, ça se passe avec ses fournisseurs, ça se passe avec ses voisins, ça se passe avec tout l'écosystème. Par contre, il faut que ça soit simple et que ça donne envie. Donc pour ça, il faut que ça soit le plus concret et tangible possible. Donc si vous avez juste une petite clé à retenir, c'est que pour animer votre sujet, trouvez la matière
physique la plus terre à terre sur laquelle vous voulez travailler et vous trouvez toutes les personnes qui travaillent, qui la manipulent de près ou de loin et qui peuvent être intéressées. Et vous travaillez avec les personnes en synergie dessus et vous testez, vous crachez, mais c'est pas grave, vous trouverez demain le bon modèle pour industrialiser. Magnifique. On va s'arrêter là. J'avais encore plein de questions. Ah, il y a des questions. Donc maintenant, est-ce qu'il y a des questions ? A priori, il y en a une. Moi, j'ai créé une marque d'upcycling qui s'appelle Renaissance Upcycling. Donc, on est en plus un peu copains de nom, on s'est déjà rencontrés. En fait, moi, j'ai des problématiques hyper concrètes dans mon entreprise liées à la matière que je récupère pour créer de nouveaux vêtements et accessoires. D'abord, c'est de savoir où trouver ce dont j'ai besoin. Déjà qu'en upcycling, on fonctionne un peu différemment des marques classiques. On va plutôt essayer de se baser sur la matière avant de penser le produit qu'on va créer. Mais là, en plus, c'est parfois tout simplement, je veux créer une pièce en jean, mais où est-ce que je vais trouver ces X jeans dont j'ai besoin pour faire ma collection ? Et ensuite, une fois qu'on sait plus ou moins où la trouver, donc par exemple dans un centre de tri, c'est ah ben zut, là je tombe sur des jeans qui sont de super qualité, qui en fait pourraient être vendus en seconde main, ou au contraire je trouve des jeans qui sont d'une qualité que je peux pas traiter parce que c'est trop détérioré, ça devrait partir direct au recyclage. Donc vous avez des outils qui ont l'air super intéressants aussi pour l'upcycling, et donc c'est presque une demande de penser aussi aux acteurs de l'upcycling qui pour l'instant n'ont pas de solution clé en main, puisque en fait on est totalement dans la même logique de traiter au mieux la matière dans l'état où elle est, c'est-à-dire quand elle est encore de bonne qualité, qu'il y a juste un trou, ça devrait plutôt aller vers l'upcycling. Il y a un peu de matière synthétique, donc il vaut mieux que ce soit recyclé parce qu'on sait traiter la matière synthétique, là où de l'upcycling où ça va être directement recoupé et lavé, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de microplastique. Donc voilà, pareil pour Valo, s'il y a des stocks dormants de matières qui peuvent être directement upcyclés, peut-être penser à l'intégrer, je sais pas si c'est déjà le cas ou pas, mais pour le post-consumer aussi. J'allais te répondre, nous, sur Valo, a priori, non, enfin, on verra. Mais il y a quelqu'un qui est peut-être dans la salle ou déjà parti, qui a créé une solution qui est un peu similaire à Valo, mais c'est pour les acteurs de l'upcycling, ça s'appelle Finds, F-I-N-D-S. Oui, je connais. Et tu connais ? Ouais. Voilà, eux, c'est clairement, ils répondent à ta demande. Enfin, ils sont encore en train de créer la plateforme, etc., mais c'est exactement pour les acteurs comme toi. Alors oui, peut-être pour la partie justement invendue des marques, mais à la base je travaille plutôt avec de la matière de seconde main, donc post-consumer, et du coup là ce serait peut-être plus vers les centres de tri. Je te remercie de ta question. Je te propose de finir à l'apéro, ok ? Parce que c'est assez spécifique. S'il y a des questions, je vous laisse. Moi, c'est une question pour Sophie Pinière. Vous collectez aujourd'hui les stocks dormants. On a beaucoup parlé sur les tables rondes précédentes du réemploi, de la seconde main. Est-ce que demain, vous envisagez de voir les produits de seconde main qualifiés comme un gisement pour Witter ? Sur du post-conso. Oui. Oui, on est en train de monter... on a ouvert les vannes au post-conso, donc on fait partie des travaux d'expérimentation de Refashion. Donc c'est cahier des charges qu'on a testé, le référentiel qu'on a créé depuis 2 ans sur le pré-conso. On est en train de l'ouvrir au post-consommateur, donc on est en train de collecter de la matière, mais qui doit rentrer très spécifiquement dans notre cahier des charges. Donc on a envoyé un cahier des charges extrêmement strict à Maud et son équipe. Non, je plaisante. Oui, on ouvre au post-conso. Bonjour à tous, merci beaucoup. C'est plus un commentaire qu'une question. C'est qu'il y a un point qui a été soulevé, c'est la nécessité de changer l'entreprise pour que la conception soit circulaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des briefs descendants linéaires. Donc, on a un directeur de création qui va envoyer un brief à... Voilà, on aura des centres achats et je pense qu'on parle de circularité. Si on veut qu'elle arrive, il faut qu'on puisse la faire fonctionner au sein de l'entreprise. Et ça, c'est un sujet de réflexion très important parce que si chacune des fonctions reste avec ses KPI de vente, on ne va pas y arriver. Voilà. Et je te dirais que c'est exactement comme le digital il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'au début, le digital est arrivé, l'e-commerce, on ne savait pas où on le mettait, est-ce qu'on le met dans le commerce, est-ce qu'on le met... Et au final, c'est des sujets transverses qui, si ils ne sont pas bien infusés en 360 au sein de l'entreprise comme un sujet stratégique de l'entreprise, on n'y arrivera pas. D'où ma réflexion un peu légère de dire il faut mettre le DAF dans l'histoire parce que tant qu'il n'aura pas compris le sujet, on n'y arrivera pas non plus. Mais c'est bien plus large que ça. Et en effet, il faut faire des task force en 360. Et pour ajouter un complément là-dessus, aujourd'hui, typiquement,
utilisez la transformation digitale qui a eu lieu dans les entreprises, apprenez les méthodes agiles, le montage de squads multi-acteurs qui rassemblent à la fois les acteurs métiers, digitaux ensemble au service de finalités. Ne faites plus en sorte, n'acceptez plus, entre guillemets, dans les organisations qu'il y ait des silos qui s'organisent. Aujourd'hui, en matrice, c'est possible. En fait, il y a les verticales organisationnelles et hiérarchiques, mais les structures et les entreprises sont en train de bouger pour permettre d'avoir ces squads, entre guillemets, transversales, qui composent des connaissances et des compétences au service de finalités. Par contre, c'est les finalités qui changent souvent, et donc les organisations changent de plus en plus. Mais c'est une super remarque, je suis totalement d'accord. Non, c'est assez rapide, mais c'est sur le spectre de la filière textile. Il me semble que la maroquinerie n'est pas inclue dedans et donc ne bénéficie pas, par exemple, des subventions pour la réparation. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Et est-ce qu'il y a un horizon pour cette typologie de produits? Merci pour cette question, je l'adore. Je l'adore et je vais la retourner aux marques. En fait, aujourd'hui, effectivement, dans le scope de la filière REP, on n'a que le textile d'habillement, le linge de maison et la chaussure. Nous, on est convaincus que la maroquinerie devrait faire partie de ce scope parce que les centres de tri en récupèrent énormément et qu'aujourd'hui, effectivement, ils ne sont pas soutenus financièrement pour leur activité de tri, de réparation, de réemploi. Donc, effectivement, là, il faut que les marques se mobilisent pour aller faire changer le cahier des charges auprès des pouvoirs publics. Pareil pour le vêtement professionnel, qui aujourd'hui est un gisement qui n'est pas soutenu, sur lequel il n'y a pas... Je fais un petit coucou au premier rang. Coucou Marc. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est des gisements qui aujourd'hui ne sont pas contributeurs, donc qui ne payent pas la REP et pour lesquels pourtant il y a vraiment besoin de financement pour pouvoir obtenir une régénération à 100%. Merci d'avoir écouté cet épisode et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.